Aujourd'hui, les labels suffisent pas. En fait, ça donne juste simplement une obligation de reporting, une obligation de moyens, mais vont assez peu regarder les résultats. C'est en train d'évoluer, mais aujourd'hui, c'est loin d'être suffisant. D'où l'importance, quel que soit finalement le véhicule dans lequel on investit, quel que soit le support, d'aller regarder ce qu'il y a derrière et de se déterminer, encore une fois, est-ce que cette entreprise, est-ce que ce bâtiment, est-ce que ce fonds correspond à mes objectifs. Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups, qu'on ait 200 € par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque. On va pas se mentir, c'est un peu ambitieux, mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, j'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets et il est temps que ça change. Alors abonnez-vous, des éclairages gratuits, ça commence par là. On est parti pour ce nouvel épisode de La Martingale. Alors j'ai eu beaucoup de chance parce que Vincent, mon invité du jour, est arrivé avec du Touron depuis Madrid. Alors si vous connaissez pas le Touron, parce qu'on a croisé quelqu'un dans la cuisine de Cosa Vostra qui nous a dit du quoi. Je dis quoi, tu connais pas le Touron? Voilà, une sorte de nougat espagnol. C'est un peu, je sais pas, c'est toujours comme ça qu'on le décrit, mais bon, ça marche à peu près. Est-ce que c'est meilleur ou moins bon que le nougat? Les gens de Montélimar te diront que bien évidemment c'est moins bon. Et les gens d'Alicante te diront que c'est absolument extraordinaire. Voilà, bon, j'en ai déjà mangé un peu trop. J'ai vu que tu t'étais retenu, toi, en bon athlète que tu es, tu vois, mais bravo, c'est pas sympa. Vincent Piche, tu es le cofondateur de Kimpa. C'est bien ça. Vous faites de l'investissement à impact dans un family office, alors, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. On va parler de pas mal de choses aujourd'hui. J'ai fait quelques épisodes autour de l'investissement à impact. J'ai fait quelques épisodes autour des family office. J'ai fait quelques... Voilà, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, dans la lignée de ce que j'ai fait avec le fondateur de Goodvest, notamment, il y a quelques mois, c'est de se dire, dans l'investissement à impact, dans tout ce qui est green tech et plus, parce qu'on n'a pas que ça dans l'impact. Comment est-ce qu'on peut trier les déchets des pépites? Parce qu'évidemment, impact, on pense déchets, finance personnelle, on pense pépites. Mais je pense que bien plus largement, il y a des déchets et des pépites dans les deux sens. C'est-à-dire que dans l'impact, il y a des gens qui essayent de te vendre des trucs qui font pas de l'impact et qui sont survendus, du greenwashing et des choses comme ça. Donc que je mettrais dans la catégorie déchets. Mais ce que je mettrais aussi dans la catégorie déchets, c'est potentiellement... des investissements de merde qui sont peut-être à forte valeur d'impact, mais à très faible valeur, en tout cas, d'investissement et de valorisation. Donc, encore une fois, moi, j'ai pas de jugement là-dessus. Si tu veux investir, ou donner de l'argent à des gens qui font de l'impact en mode philanthropique, je suis tout à fait admiratif et c'est très bien. C'est pas le sujet de la martingale. La martingale, on est sur un endroit, dans un podcast où on parle d'endroits où on peut faire fructifier potentiellement son argent. Mais l'idée, c'est plutôt de faire fructifier son argent avec des choses saines qui font peut-être du bien à l'humanité, à la planète, au futur de nos enfants, à plein de choses comme ça. Et donc là-dedans, j'essaie de trouver les pépites plus que les déchets. Et dans les pépites, évidemment, je vais chercher ceux qui ont vraiment vont se valoriser, sont des endroits où on va se valoriser et on va valoriser son patrimoine et aussi vont potentiellement valoriser ou faire moins de mal peut-être à la planète. C'est une bonne manière d'introduire notre épisode, Vincent. Ouais, super. Déjà, Mathieu, merci pour l'invitation. Déjà, juste un mot sur Kimpa pour bien comprendre bien sûr. La légitimité, j'espère, à laquelle j'arrive pour parler de ça en complément de tous les invités qui sont venus sur les derniers épisodes à la Martingale. En effet, avec Kimpa, on a monté un des premiers family office à impact où tout l'enjeu est de conseiller nos clients qui sont des entrepreneurs, des familles multigénérationnelles dans leur démarche d'investissement à impact. Un family office, juste, c'est alors là, moi je veux faire absolument des épisodes et celui-ci y compris, mais accessible pour tout le monde. Beaucoup d'auditeurs, du moins riche le family office, on est d'accord qu'on est quand même sur un truc qui est pas, c'est pas pour moi et mes enfants avec mon petit patrimoine, c'est pour quand même des gens qui ont un gros patrimoine. Ça commence à combien? En fait, un family office, un single family office, c'est-à-dire une organisation qui traite la fortune d'une seule famille. On parle plutôt de plusieurs centaines de millions d'euros de patrimoine. Donc c'est pas le positionnement de Kimpa. Nous, le nôtre, c'est un multi-family office, c'est-à-dire qu'on sert plusieurs clients qui ont en général à partir de 5 millions d'euros d'actifs investissables. Et donc, d'actifs investissables, ça veut dire de cash disponible.
Pas nécessairement, c'est-à-dire d'actifs sur lesquels on peut faire des arbitrages. C'est-à-dire ça a tendance à exclure la résidence principale, ça a tendance à exclure la fortune professionnelle. D'accord. Et donc à partir de 5 millions, et néanmoins beaucoup de, je pense des auditeurs d'aujourd'hui sont des entrepreneurs, peut-être en phase de création de capital, en phase de création de valeur pour leur entreprise. Donc peut-être pas encore 5 millions, mais pourrait en avoir bientôt. Ouais, mais il y a aussi beaucoup d'étudiants ou de jeunes actifs, etc. Donc c'est vrai que, voilà, mais pour ceux-là aussi, on leur souhaite de bientôt avoir 5 millions d'actifs investissables. Mais voilà, ne vous inquiétez pas si vous commencez cet épisode, on va quand même, l'idée c'est que ce soit un truc dont on puisse, un épisode dont on pourra tirer les fruits dans toutes les situations. Ouais, je pense d'ailleurs que ce dont on va parler est applicable en fait, quel que soit, dès le premier euro que vous pourrez investir, avec toutefois un premier disclaimer, tout ce qu'on va dire, il n'y a aucun conseil. Je sais que sur la Martingale, vous ne donnez pas de conseils, mais nous qui sommes family office et donc profession immatriculée, enregistrée à l'ORIAS et réglementée, aujourd'hui c'est pas une session de conseil, donc on va parler je pense des bonnes pratiques et des clés de lecture avec lesquelles on pourrait regarder des dossiers d'investissement, mais en aucun cas non, si on avait un seul conseil, on dirait que mettez tout sur le Bitcoin, de toute façon on est d'accord. Non. Je ne répondrai pas à cette question. Évidemment, ce n'est pas. Non, vous savez que ceci était une boutade. Je vais arrêter les disclaimers. On réfléchit sérieusement à mettre un disclaimer au tout début de la Martingale. Je pense que ça va être fait dans les prochains épisodes. Donc vous ne nous en voudrez pas un truc rapide, mais pour dire, ouais, en effet, ça le rappeler parce que très bien. Passons. Ok, et donc pour répondre à ta question initiale de comment trier les déchets des pépites, un titre assez accrocheur. Notre conviction justement dans la finance à impact, et chez Kimpa, mais la finance à impact en général, c'est qu'il peut pas y avoir d'impact tangible, puissant, pérenne, sans qu'il y ait de rentabilité financière. Donc les deux vont de pair. Et ce qu'on va rechercher lorsqu'on recherche des projets ou des fonds dans lesquels nos clients pourront investir, c'est la performance financière, la performance d'impact. Et les deux s'évaluent de manière un peu différente, on va en parler, mais l'un ne va pas sans l'autre. Également, la notion d'impact, c'est important pour les auditeurs de bien dissocier de tout ce qu'on entend de finance durable, finance verte, etc. Il existe une gradation qui est communément admise dans la profession, c'est que les investissements traditionnels font absolument pas attention à leurs externalités, font absolument pas attention aux émissions ou aux potentiels effets négatifs des sous-jacents, sans quoi les investisseurs se positionnent. Et ensuite, on a une finance qui est responsable, durable et à impact. Il y a 3 niveaux. Qui ont responsable, durable et à impact. Voilà. Et donc dans le responsable, en un mot, le responsable va souvent procéder par de l'exclusion, c'est-à-dire va éviter des secteurs controversés ou des secteurs fortement émetteurs. On peut penser au sable bitumineux, aux jeux, au divertissement pour adultes, etc. Donc on essaie d'exclure un certain nombre de secteurs. Alors ça, c'est à peu près tout le monde. C'est-à-dire que quand tu regardes un peu divertissement pour adultes et toutes les personnes, les travailleuses du sexe, sans parler de prostitution, hein, mais dans différents articles que tu peux voir, tu vois qu'elles n'arrivent même pas à ouvrir un compte en banque. Donc j'imagine que le côté finance responsable, aujourd'hui, c'est à peu près 99% de la finance, non ? Non, pas encore. En fait, il y a encore une grosse partie des actifs qui sont gérés par les grands asset managers mondiaux qui sont positionnés sur vraiment des investissements traditionnels. Okay. Parce que le coup d'après, c'est compliqué. Le coup d'après, c'est de faire en sorte, en effet, d'exclure un certain nombre de secteurs, puis d'être conscient des externalités d'un investissement. Là, on n'est plus dans le responsable. On est encore dans le. On est encore dans le responsable, et c'est pour ça que c'est pas évident. Il faut savoir déjà quelles sont ces externalités pour essayer de les éviter. Et le coup d'après, c'est la finance dite durable, où là, on entend parler souvent des lettres E, S et G. E pour environnement, S pour social et G pratique de bonne gouvernance, où là les investisseurs vont regarder d'une certaine manière la performance environnementale, sociale et gouvernance de l'investissement pour essayer de choisir ceux qui font le moins de mal sur ces dimensions-là, voire celles qui commencent petit à petit à faire du bien. Donc c'est la notion de gérer les risques ESG et d'aller rechercher pour investir dans des opportunités ESG. Là, on est dans le monde de la finance durable. Okay. La finance à impact, ça va encore un cran plus loin. La finance à impact,
c'est en fait une stratégie d'investissement, une stratégie de financement qui vise une transformation juste et durable de l'économie réelle en étant capable d'en apporter une preuve tangible. Donc c'est, encore une fois, contribuer à améliorer l'état du monde en ayant en plus une performance financière. Et dans la contribution de l'amélioration de l'état du monde, bon, là on peut en parler pendant un petit moment, mais il y a un certain nombre de critères à aller identifier et à aller qualifier avant d'investir. Ok, et il y a un label pour l'impact alors, du coup, là tu parlais d'ESG pour durable, qui est un label qui existe, ESG, ou c'est juste un terme Non, pardon, ESG c'est un acronyme, encore une fois. Ouais. Il n'y a pas de label ESG, ce qui existe comme label, il y a le label ISR en France, et puis en Europe il y en a quasiment une vingtaine de labels qui existent, mais il n'y a pas de label impact. Donc ces labels, à chaque fois, il faut payer certains organismes qui te les donnent, qui te certifient, entre guillemets, pour les utiliser. Parce que je peux dire, moi demain je suis ESG, en fait, s'il n'y a pas de label, voilà, c'est un peu comme bio ou une appellation d'origine contrôlée sur un pinard, quoi. Ouais, alors justement, c'est un peu le challenge sur l'ESG, c'est qu'il y a plein de façons de le mesurer. Tout le monde n'est pas d'accord, il y a une grande hétérogénéité, et donc pour les investisseurs, c'est très compliqué de s'y retrouver. La Martingale est un podcast ESG d'ailleurs, hein, tu le savais peut-être pas, mais la OC de Rue de Saussure. Voilà, exactement, tout à fait. Non, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est quand on va un cran plus loin, justement, on comprend bien ce que c'est l'impact. C'est encore une fois, je contribue à améliorer l'état du monde, mais les questions qu'on va aller poser, les questions qu'on va sur lesquelles on va challenger très fort à la fois les porteurs de projets, donc entrepreneurs, start-up ou alors les gérants de fonds, c'est sur les 5 dimensions reconnues de l'impact, c'est-à-dire quel est l'impact que tu comptes réaliser, qui va en bénéficier, quelle va être ta contribution réelle par rapport à une tendance de fond, quel est le risque que l'impact ne se réalise pas, combien de manière tangible d'impact est réalisé. Tout ça, en fait, on a besoin d'avoir des réponses concrètes avant de qualifier ça comme étant un investissement d'impact. C'est pas juste parce qu'un porteur dit moi je suis une... Pardon, non, vas-y, continue. Non, c'est pas juste, par exemple, parce qu'un entrepreneur arrive avec une solution à un problème donné, que nécessairement ça va être de l'impact. On est obligé vraiment, c'est extrêmement bien documenté aujourd'hui, la grille de lecture qui permet d'aller identifier ces projets. Et l'impact, on voit ça souvent comme et le durable, mais souvent comme du green, du bio, bien pour la planète. Même sur ton site, hein, on voit there is no planet B, donc pas de vous, mais voilà, il n'y a pas de planète B. On est sur une planète A, et puis voilà, on pourra pas retourner le disque. Comme sur la face B, je sais pas si tu connais la référence, toi qui viens de Marseille. En fait, est-ce que c'est plus large ? Est-ce que tu peux être à impact et traiter très mal tes collaborateurs ? Est-ce que tu peux... quand je vois social, je me dis aussi, est-ce que tu peux être... durable ou tu vois, on a envie de dire tout ça c'est bien joli, moi je veux être dans des boîtes qui font du bien peut-être à la planète, mais du bien aux humains et du bien à tout le monde. Est-ce que tu peux être labellisé dans toutes ces choses-là et puis être un je sais pas, complètement raciste, tu vois ce que je veux dire, et rejeter une partie de l'humanité parce que... Ouais, alors sur les labels ESG, pas sur les labels, mais plutôt sur la mesure de la performance ESG, le G veut dire gouvernance, et donc va d'une certaine manière regarder comment est-ce que l'entreprise est gérée. Donc on va regarder la diversité de ses employés, la diversité de son board, les modes de prise de décision, etc. Ça non plus, c'est pas vraiment de l'impact. Encore une fois, par exemple, pour qualifier ce que tu viens de décrire, il y a un label qui est très très bien, qui est le label B Corp, Benefits Corporation, où là, on va vraiment regarder comment est-ce que l'entreprise est gérée, c'est-à-dire c'est vraiment le comment elle exécute ses opérations. L'impact va encore au-delà, parce que... L'impact va encore au-delà. Va encore au-delà parce qu'on va vraiment regarder le quoi, c'est-à-dire quelle est la raison d'être de l'entreprise. Donc une entreprise certifiée B Corp ne peut pas nécessairement être qualifiée entreprise à impact. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Il y a plein de sociétés B Corp qui sont, encore une fois, qui sont admirables dans la façon dont elles exécutent, mais qui contribuent pas activement à améliorer l'état du monde. Et l'investissement impact, c'est vraiment ça. C'est comment, avec l'investissement... Ok, alors qui, en société impact, contribue activement, que je comprenne, à améliorer l'état du monde ? Airbus ? Pardon ? Non. Non, regarde, proche de nous, Too Good To Go. Startup qui, on connaît, qui évite les repas, le gaspillage alimentaire via une plateforme permettant de l'accès à ces repas qui sont sur le point d'être périmés. L'impact de Too Good To Go se mesure de manière extrêmement simple en nombre de repas
non gaspillé. La boîte existe depuis 7 ou 8 ans, 5 ou 6 ans. Ils en sont à 100 millions de repas économisés et au moment où on se parle, en fait, ils en sauvent 2 par jour. Donc là, la mesure de l'impact positif... 2 millions, pas de repas, juste pour être clair. Ils sont à 100 millions de repas économisés et ils en sauvent 2 par seconde. 2 repas par seconde. Tu mets 2 par jour, donc 100 millions, ça fait beaucoup de jours après pour arriver à... Non, 2 repas par seconde. Ok. Mais alors du coup, tu vois, j'ai des boîtes qui me viennent comme ça. Je prends récemment que j'ai reçu sur Génération Do It Yourself, la marque du consommateur, Veja, des choses comme ça. Alors la marque du consommateur, c'est une meilleure redistribution des revenus. C'est plutôt certifié sans OGM, mais c'est pas bio parce que c'est pas ce qu'ont voulu les consommateurs. Mais est-ce que ça améliore l'état du monde ou pas Disons, par exemple, le deuxième exemple de Veja, chaque paire de baskets qui est vendue lorsque c'est une Veja plutôt qu'une autre marque classique. En fait, on sait que alors je vais pas faire leur promo, mais le caoutchouc est naturel. Ils rémunèrent très correctement les fermiers qui font justement ce caoutchouc au Brésil. Tous leurs frais de distribution, les autres à côté sont plutôt des frais de marketing. En fait, il y a beaucoup de choses qui font que cette marque est vertueuse. Mais après, c'est vrai qu'on est sur une marque consommable dont tous les gens qui sont dans ce bureau aujourd'hui pourraient se passer. Donc c'est moins évident. Je peux donner d'autres exemples. Parce que Too Go c'est bien, mais c'est très très bien. Mais c'est super niche. Je veux dire, on ne peut pas investir que dans des Too Go parce que c'est encore une fois super niche, quoi. Avant d'éviter de gaspiller des repas, il faut faire des repas. Tu vois ce que je veux dire? Il faut vendre de la nourriture, il faut la produire, il faut tout ça. Et produire de la nourriture, est-ce que c'est bien, pas bien? Tu vois ce que je veux dire? Dans la chaîne alimentaire de l'investissement, si je puis me permettre la comparaison, ça reste un bout du maillon qui a juste vocation à faire progresser le monde, et c'est très bien. Mais si on investit tous dans Too Go, il y aura juste une bulle sur ce genre de finalement d'actifs, quoi. Ouais, alors je vais te répondre peut-être partiellement à cette objection qui est très juste. Un des éléments essentiels de l'investissement impact, de la finance à impact, c'est le caractère intentionnel. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un travail qu'on fait avec tous nos clients chez Kimpa, c'est d'essayer de déterminer leurs objectifs, évidemment financiers, transmission, etc., mais également leurs objectifs d'impact. Et là, quand tu poses la question à 10 personnes, tu obtiens 10 réponses totalement différentes. Parce que pour certains, la préoccupation, la chose qui les empêche de dormir la nuit, c'est le climat. D'autres, c'est plutôt l'éducation. D'autres, l'égalité entre les genres, etc., etc. Et donc, ce point de départ d'intentionnalité, c'est-à-dire déterminer ton objectif que tu souhaites atteindre via l'investissement, c'est ce qui permet en effet déjà d'avoir plein de cibles différentes à aller chercher, c'est le premier élément. Et deuxième élément, pour éviter la bulle que tu décris sur une startup comme ça, on conseille à tous nos clients, et ça c'est plutôt une bonne pratique, et d'autres avant moi l'ont dit ici, de diversifier, donc d'aller sur plein de projets différents pour limiter le risque tout en contribuant à l'objectif initial qu'on s'était fixé. Si je veux aller vraiment concrètement dans des justement, et je veux me dire, moi, j'ai pas Kimpa et je peux pas me payer un family office. Je me dis, je vais avoir du vrai impact dans tout ce que je fais. Donc, c'est vrai qu'on a vu Goodvest, qui est principalement si mes souvenirs sont bons, des sociétés du CAC 40 qui respectent les accords de Paris. Mais il y en a plein d'autres. Où est-ce que je vais chercher mes critères? Quelles questions il faut que je pose? Qu'est-ce que je peux faire concrètement pour être certain de faire ça? Parce que tu vois, tu peux te dire finalement, à chaque fois, tu as toujours 1 million de questions, quoi. Tu vas te dire, oui, les moteurs électriques, c'est bien, c'est l'avenir, mais en fait, on te dit, mais non, et ça pollue. On va te dire, donc tu vas penser à Tesla sur certaines choses, c'est bien ou c'est pas bien, je sais plus. Tu vas te dire, tiens, telle ou telle société, justement, dans l'agriculture, de la restauration, etc. Tu vas avoir des dossiers sur des startups plus petites, non cotées, sur lesquelles tu vas dire, c'est bien, mais en fait, c'est jamais parfait, quoi. T'as jamais le home run, j'ai l'impression. Comment tu fais? Alors là, on pourrait en parler pendant un petit moment. Le point de départ, c'est déjà, il y a quasiment une grille de lecture par classe d'actifs différentes. C'est-à-dire qu'on va pas regarder les mêmes critères lorsqu'on choisit un projet immobilier que lorsqu'on choisit d'aller sur des fonds cotés ou des startups. Mais pardon. Vas-y.
Non, je vais aller un tout petit peu plus loin. Je devrais pas couper comme ça, mais ça me revient et après on va revenir. Je vous prie de m'excuser pour cette. Mais tu vois, je reviens par exemple tout à l'heure. Tu m'as dit sur le responsable, durable, impact, c'est ça, hein, les 3 niveaux. Je prends responsable et je reprends le divertissement pour adultes. Tu vois, et le divertissement pour adultes, typiquement, est-ce qu'il fait du mal à qui que ce soit, à la planète? Alors on va rentrer dans des trucs moraux, etc., de moralité, mais finalement, tu vois. Et là, je mets la moralité. Enfin, chacun a sa morale et sa religion et son background. Ça, c'est pas le sujet ici. Mais je veux dire, finalement, ça fait dépenser de l'argent à des gens qui polluent pas, etc., etc. Si t'enlèves les abus de proxénétisme et de choses comme ça qui se passent autour, de temps en temps et pas systématiquement, finalement, ça peut être des endroits de libération et pas forcément voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est toujours très difficile cette grille. J'ai l'impression que, tu vois, de base on te dit là c'est du porno ou des live cam avec des gens qui font des choses comme ça. Ouais, mais est-ce que c'est mieux que d'investir ou pire que d'investir dans du pétrole, quoi? J'ai pas la réponse à cette question. Vraiment, c'est parce qu'on touche vraiment des avec sujets. Toi-même, c'est des convictions. Ça touche à évidemment à la morale, à la conviction personnelle. Ce qui se passe dans des investisseurs qui se disent être investissement responsable, c'est quasiment par statut qu'ils excluent un certain nombre de secteurs. Tu vois, notamment celle qui pose le plus de questions, c'est est-ce qu'il faut investir chez les grands pétroliers aujourd'hui? Moi, j'ai pas la réponse à cette question. D'un côté, ils se veulent en transition très active et donc les financer, les accompagner, et ce qui pourrait potentiellement avoir le plus d'impact. Néanmoins, quand tu entends les grands dirigeants des gros pétroliers, même ceux qui sont en phase de transition, aujourd'hui, te parlent du prix du baril, le coût d'extraction dans les sables bitumineux, dans le gaz de schiste, etc. Donc c'est pas évident de faire le tri. À ta question qui est néanmoins très bonne, je pense qu'il y a autant de réponses qu'il y a de personnes à qui tu vas la poser. C'est plus un sujet moral qu'autre chose. Mais beaucoup d'investisseurs institutionnels, en faisant de l'exclusion, viennent par défaut justement ne pas financer ces secteurs-là. Ok. Alors si je reviens sur ma question, quel critère je regarde, en tout cas dans une grille de lecture, alors assez traditionnelle, pour me dire ils font pas de l'impact washing entre guillemets. Ouais. Alors, il y a 4 niveaux, mais n'hésite pas à me couper en fait. En fonction de justement de la. Je suis connu pour ça. En fonction des classes d'actifs, tu vois, entre ce qui je pense intéresse les auditeurs, l'immobilier, les produits cotés, les fonds cotés, les fonds de private equity, qui est une classe qui est assez peu adressée, je pense, enfin en général, mais qui est extrêmement intéressante lorsqu'on parle d'impact. Et puis tout ce qui est les entreprises en direct, tout ce qui sont les entreprises en direct, start-up, scale-up ou simplement PME, enfin entreprise. Sur l'immobilier, ce qu'on va regarder, c'est d'abord la qualité de la construction, la qualité de la conception. Est-ce que par défaut, on est sur des bâtiments qui peuvent être passifs, qui ont des systèmes de récupération d'eau, qui sont construits avec des matériaux au moins recyclés, si ce n'est recyclables, etc., etc. Donc tous les critères de design, de conception et de réalisation du bâtiment. Et puis souvent de durée, je veux dire, si c'est de la piètre qualité ou des choses comme ça qu'il faut refaire dans 5 ou 10 ans, parce que ce qui coûte très cher dans l'immobilier, c'est de refaire. En fait. Si tu refais, en fait, ça n'a aucun sens. Quoi. Exactement. Okay. Le deuxième sur l'immobilier, c'est l'usage, la destination du bâtiment. Là, sur l'immobilier de jouissance, donc pour son usage personnel, c'est pas évident, mais lorsqu'on parle d'immobilier pour de l'investissement, on peut se dire, en fait, ce bâtiment va être destiné à une maison de retraite ou une crèche, ou les deux. Ce qui est extrêmement intéressant aussi, c'est les mêler justement ce soutien entre les générations. Là, d'une certaine manière, ce bâtiment va jouer un rôle social en investissement sur ce projet-là, soit en direct, soit via un fonds immobilier. On a un impact qui est mesurable. Après, sur le côté, là, c'est vraiment pas évident parce que c'est là où je pense qu'il y a le plus de greenwashing aujourd'hui, où tous les fonds, beaucoup de fonds en tout cas émis par des asset managers ou par des banques, vont porter dans leur nom le ESG, sustainable, parfois même impact. Et là, ce que je recommanderais à nos auditeurs, c'est d'aller regarder de quoi est composé le fonds, c'est-à-dire le sous-jacent. Quelles sont les entreprises qui composent ce fonds, et essayer de se faire une idée de est-ce que cette entreprise correspond ou non à l'intention que je m'étais fixée au début. Je te donne un exemple. Lorsque Joseph est venu de Goodvest, je crois que vous avez parlé assez longuement du fonds low carbone de BNP,
qui est en effet un des fonds qui est le plus aligné avec avec l'accord de Paris aujourd'hui. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est est-ce qu'en investissement sur ce fonds, j'investis avec une empreinte carbone limitée? Dans ce cas-là, oui. Est-ce qu'en investissant sur ce fonds, je contribue à la transition vers une économie décarbonée? Et là, la réponse est partiellement non. Et comment est-ce qu'on peut s'en rendre compte en tant qu'investisseur particulier? En fait, vous allez sur Google, tapez BNP Low Carbon 100, vous voyez la liste des sous-jacents, des entreprises qu'il y a dedans. La première, la plus grosse participation, de mémoire, je crois que c'est SAP, qui est un éditeur de logiciels. Ouais. Il y a du LVMH, il doit y avoir du Nestlé, etc. Qui sont en fait, pour beaucoup de ces activités, par nature, des activités moins émettrices, donc en fait à empreinte carbone basse. Néanmoins, est-ce que quand j'investis dans SAP, je contribue à décarboner l'économie? Je suis pas certain. C'est une question. Après, en effet, ça reste un éditeur de logiciels, mais qui lui va servir beaucoup de groupes qui, voilà. Après, c'est le purpose. C'est toujours ça. C'est-à-dire que peut-être que si Cosa Vostra, et c'est pas le cas, hein, je fais pas de greenwashing non plus, mais était dédié uniquement à une certaine typologie de clients justement, qui était que dans telle ou telle direction, on pourrait peut-être prétendre à ce genre de choses, mais nous, on peut aussi travailler pour des marques certaines, de grandes distrib ou de produits. Voilà, après, c'est aussi la réalité du monde. Je regarde en même temps que tu me parles en effet, la composition mais je sais pas si simple à trouver. Ah si, composition, je l'ai là. Novartis, SAP, Nestlé, Diageo PLC, LVMH, Novo Nordisk, AstraZeneca, Unilever, Allianz, Schneider. Entre autres, il y en a d'autres. Donc voilà, c'est. Mais enfin, encore une fois, c'est pas forcément un mauvais produit, mais ce qui est encore une fois pour tous les investisseurs parce que pour le coup, un fonds comme ça, tu peux y aller à partir de 1 €, donc tout le monde peut y aller. Ce qui est extrêmement intéressant lorsqu'on a le temps, c'est d'aller regarder cette liste de sous-jacents et ensuite d'aller regarder comment performent ces entreprises sur des critères ESG. Et comment tu fais ça? Il existe des fournisseurs de données comme Sustainalytics, édité par Morningstar, comme MSCI, qui donnent accès au moins à une donnée avec une certaine granularité de manière gratuite. Donc ça te permet d'aller voir comment performe chacun de ces actifs, d'abord de manière absolue, mais également au sein de leur propre industrie. Ça te permet de dire est-ce que SAP est meilleur que Oracle ou est meilleur que Adobe quand on parle d'éditeurs de logiciels, est-ce que le VMH est meilleur que Kering ou Richemont sur des critères ESG. Et du coup, ça permet à l'investisseur de se faire une opinion sur la performance ESG de ses actifs, et 2, je pense de manière plus importante, est-ce que investir là-dessus correspond à l'objectif, correspond à l'intention que je m'étais fixée moi en tant qu'investisseur à impact. Donc en effet, tu as plein, si tu tapes, alors notamment je l'ai fait en anglais, hein, mais si tu tapes le nom d'une des boîtes plus ESG rating par exemple ou ESG report, et tu vois tout de suite pas mal de données. Alors ça demande quand même un effort d'aller le faire, mais en effet, au moins tu me donnes les clés de lecture pour tout ça. Ouais. Voilà, au moins c'est pas limité par le ticket minimum. D'ailleurs, je signale aux auditeurs que c'est assez troublant de te voir taper sur ton écran parce que du coup, je sais pas ce que tu vois. Et donc j'imagine que c'est ça. Pardon, oui, on m'a dit ça. Ce que je cherche, c'est en effet, c'est pour ça que je dis ce que je suis en train de chercher. Mais l'idée, c'est de pouvoir voir un peu en même temps que je te parle ce que je peux trouver moi-même en ligne et ce que vous pourrez trouver assez facilement. Là, j'ai juste tapé 3 mots-clés. Diageo PLC, ESG Report. Bon, Diageo étant un distributeur de boissons, hein, et voilà. Et c'est vrai que Diageo, à tort ou à raison, n'est pas forcément quand je me dis investissement impact, n'est pas forcément la première société qui me sortirait de la tête. Hein. De mémoire, Diageo distribue Smirnoff ou GNB, quoi. Donc voilà. Ouais, voilà. Il y a d'autres exemples. Il y a un fonds qui s'appelle Pictet Water, qui vient de traiter justement l'accès à l'eau, etc. Dans Pictet Water, il y a des différentes sociétés, dont une américaine qui s'appelle Ferguson, qui fait certes un peu de traitement de l'eau, mais qui fait aussi des climatiseurs, qui fait aussi plein de choses qui n'ont rien à voir avec l'eau. Bon, voilà, c'est une question encore une fois d'alignement avec l'intention. On a fait immobilier coté, il en reste 2. Ouais. Fonds de private equity,
Je sais pas si les auditeurs sont familiers avec ce format. Tu as reçu quelques intervenants. Oui, mais à chaque fois je réexplique parce que même moi je sais que j'ai mis longtemps à me rappeler à chaque fois. Donc private equity, donc à chaque fois on fait la différence entre le coté. Donc coté, c'est coté en bourse. On parle souvent du CAC 40, mais c'est juste les 40 plus grosses entreprises capitalisation en France. Derrière, il y a Euronext, il y a plein de capitalisation de sociétés dans lesquelles on peut investir facilement, juste en plaçant un ordre de bourse via n'importe quelle plateforme boursière, votre banque, eToro et plein d'autres. Et puis après, il y a le non-coté, ce qu'on va appeler le private equity en anglais. Donc, si demain vous vouliez investir dans Cosa Vostra, la société que aujourd'hui elle n'est pas ouverte, c'est pas à vendre, c'est pas possible. Mais si vraiment vous voulez venir, on en parle. Non, voilà. Et donc du coup, il y a des sociétés qui vont chercher des investisseurs privés, private equity, donc des participations privées et dans lesquelles on peut investir. C'est plus opaque, obscur, parce que dans le côté, on est obligé de donner des chiffres, des tas de reports, c'est quand même très très normé. Dans le private equity, ça l'est moins, donc c'est moins accessible quand même. Alors aujourd'hui, ça devient de plus en plus accessible avec plein de plateformes, WeSeed, Anaxago, etc., etc. On en trouve plein, mais voilà, ça reste un autre exercice, quoi. Ouais, bon, on peut en parler aussi par un moment, mais j'aimerais juste revenir sur la notion de fonds de private equity, qui là, en effet, est pas forcément accessible à un investisseur retail. Il y a souvent des tickets d'entrée qui sont importants, mais qui sont néanmoins extrêmement intéressants, je pense, dans une démarche d'investissement d'impact, parce que de plus en plus de fonds de private equity adressent une thématique donnée. Donc, les gérants deviennent experts de cette thématique. Ont en général un track record, c'est-à-dire un historique de succès d'investissement, peuvent être très focalisés sur une géographie donnée. Donc si en effet ce que tu veux impacter est plus Amérique latine, Afrique, tu peux trouver des fonds qui sont spécialisés sur ces géographies-là. Et là, ce qui est extrêmement intéressant, c'est de regarder est-ce que la rémunération des gérants est alignée sur, bien sûr, la performance financière, mais également sur l'impact réalisé par ces fonds de private equity. Ok, alors je reviens là-dessus. Ça a été je fais une pause, mais ça a été un des exercices qu'on a fait à droite à gauche. Je parle souvent de cet épisode que j'ai fait sur Génération Do It Yourself, par exemple, avec Jean-David Chamboredon, qui explique bien dans les détails de chez Isaïe. Eux, ils font du private equity, entre autres, mais voilà, il explique notamment que un fonds comme Isaïe prend, ce qui est assez, on dit market practice, ce que fait à peu près tout le monde, mais ils prennent 20% donc de carried interest. Donc le carried interest, c'est les intérêts. J'ai appris l'origine du carried interest, je pourrais te faire la petite... mais le carried interest, en gros, c'est la performance que tu as fait, donc au-delà de 20% de hurdle. Donc je prends un investissement de 100 millions par exemple, si le fonds investit 100 millions et qu'à la sortie il ressort avec plus de 120 millions, donc le hurdle est de 20%, donc de 100 à 120. Au-delà de 120 millions, le fonds va percevoir souvent 20% de ce qui est fait en plus. Donc si jamais le fonds ressort à 220 millions, toi t'es content parce que tu as investi 100 et tu vas gagner normalement 120, mais non, parce qu'en fait sur les 100 de plus au-delà des 120, eux ils vont prendre 20, mais tu vas quand même gagner 100. Donc tu as investi 100, tu as fait 100 de plus, et eux ils auront bien gagné leur vie, ils auront fait une super performance. Ça c'est la performance financière. Et toi tu dis dans quelle mesure je peux mesurer, ça je ne savais pas, pour un fonds de private equity à impact, la performance d'impact, et alors eux toucher une prime financière cette fois-ci, pas d'impact, sur la performance à impact de leurs investissements, c'est ça ? Ouais, c'est ça. En fait, ce qu'ils font très souvent, c'est de dire ce que tu décris comme le carried interest, donc en fait la commission sur la performance financière n'est déclenchée qu'à partir du moment où des objectifs d'impact sont atteints. Et donc ça, ces objectifs sont déterminés de manière très précise dans les statuts du fonds et dans la façon dont ils marketent. Mais je prends l'exemple des fonds comme Ring Mission, qui est piloté par Nicolas Sellier, Raise Impact, 50 Partners, Impact Partenaire Mathieu, que tu as reçu ici, Mathieu Carnegie. Oui. Tous en fait, de plus en plus disent notre carried interest, c'est-à-dire notre rémunération en tant que gérant de fonds, on le touchera en intégralité uniquement à partir du moment où des objectifs d'impact sont atteints. Et si ces objectifs sont pas atteints, en fait, pour compenser un manque de performance environnementale ou sociale, une partie de ce carried interest sera allouée en général à des associations
dont le choix est déterminé. Chaque fonds fait un peu sa sauce. Mais donc c'est un moyen très puissant d'être sûr que toi, en tant qu'investisseur dans ce fonds-là, tes intérêts sont alignés avec ceux de la personne ou des personnes qui vont placer ton argent. Et ça, c'est de plus en plus présent justement dans les fonds d'impact. Très bien. On a bien fait de rentrer dans Ring Mission, tu vois, justement. Très bien. Et en effet, alors souvent, la problématique, c'est que pour rentrer dans ces fonds-là, il faut quand même rentrer avec des tickets minimum de 50, 100 000 euros. Il y a d'autres moyens de le faire, peut-être par certains biais de financement participatif. Ouais, alors dans les fonds, c'est assez rare. Et en effet, en général, le ticket minimum, c'est très souvent 100 000 euros. Parfois, c'est plus. Et en plus de ça, on te demande très souvent d'être investisseur professionnel, au sens de l'AMF, qui est assez restrictif. Investisseur professionnel, je suis pas sûr que c'était adressé encore sur ce podcast. Il faut réunir 2 des 3 conditions suivantes. Soit avoir 500 000 euros de valeur mobilière, 500 000 euros en gros en cash ou en titre, soit avoir fait une carrière financière, soit avoir réalisé un nombre important de transactions, donc en l'occurrence plus de 40 sur les 12 derniers mois, les transactions de plus de 600 euros. Donc en fait, il y a peu de gens qui cochent toutes ces cases-là, mais certains oui, et peuvent entrer dans ces fonds de private equity. Non, il y a certains fonds de private equity acceptent qu'un certain nombre d'investisseurs se groupent, se pool, pour pouvoir entrer dans le fonds. Et donc là, en effet, il y a des clubs d'investisseurs qui permettent d'accéder à ces fonds, à ces fonds-là. Avant de passer au 4e, parce que le temps passe, mais donc très bien, on comprend bien ça. L'origine du carré d'intérêt, tu la connais? C'est pas une histoire de pirates et de... Pas loin. Ouais. Pas loin. C'est une histoire de bateau, en effet, de commerce entre l'Europe et l'Asie. Et en fait, le capitaine et une partie donc on est vraiment exactement dans le même truc. Hein. Le capitaine et une partie de son équipage, enfin en tout cas de l'encadrement de l'équipage, quand ils revenaient d'Asie, ils rapportaient au plus ils rapportaient de biens, parce que généralement ils partaient avec une cargaison pleine, et donc ils devaient revenir avec, on va dire au moins le cash, on va dire, de la cargaison pleine, tu vois. Mais l'armateur, quand envoyait le bateau, avait intérêt à ce qu'ils reviennent avec un max de richesse aussi de là-bas. Et donc du coup, c'était assez incertain ce qu'ils allaient récupérer. Donc ils étaient souvent incentivés à hauteur de 20% déjà à l'époque sur ce qu'ils rapportaient d'Asie. Donc du coup, sachant que l'essentiel de la richesse se faisait quand même sur les choses qu'on rapportait d'Asie, les épices, toutes ces choses-là. Et donc du coup, c'est comme ça que les capitaines et leurs équipages s'enrichissaient fortement. Et c'est resté le caride à 20% depuis ce temps-là, en fait. Ce qui est quand même assez fou. Voilà, pour la petite histoire. Point culture générale financière du jour. Je vais mettre un jingle. Et donc le dernier, on a quoi? Le 4e. Ouais, le dernier sur les entreprises, sur les entreprises start-up, scale-up, donc entreprises plus grandes ou des PME. Où là, en fait, je voudrais commencer sur la partie financière, c'est-à-dire qu'encore une fois, on regarde les projets avec un angle tout simple qui est: est-ce que cette entreprise va fonctionner? Et là-dessus, des techniques d'évaluation de start-up, il y en a plein. Moi, j'aurais tendance à vous recommander l'extraordinaire bouquin de Peter Thiel, Zero to One, qui s'applique fortement aux start-up tech, mais en fait, pas que, puisque des logiques de est-ce qu'il y a un marché pour... déjà, est-ce qu'il y a un problème que j'essaie de résoudre? Parce que j'invente pas un problème et j'essaie de le résoudre. Est-ce qu'il y a un marché? Est-ce que j'ai une capacité à prendre une certaine forme de monopole sur ce marché donné? La complémentarité de l'équipe, comment l'équipe gère son conflit, quel est son historique, quelle est la technologie et en impact, il y a souvent de la technologie, il y a souvent de l'innovation. Donc comment est-ce qu'elle est protégée, quelles sont les barrières à l'entrée, quelle est finalement la sauce secrète, un peu le unfair advantage de cette entreprise. Donc en fait, tous ces critères-là sont très justes également pour les entreprises à impact. On va regarder avec beaucoup d'attention. Pardon, je te pose là-dessus. Tu retiens là où tu en es? Ouais. Parce que c'est primordial. C'est-à-dire que depuis le début, on parle beaucoup de est-ce qu'elles ont vraiment de l'impact, etc. Mais moi, c'était un des critères avant de choisir d'enregistrer cet épisode avec toi et sur lequel j'ai voulu te sensibiliser, c'est que dans ce que j'ai vu dans beaucoup d'investissements et sur certaines plateformes ou à différents endroits, je voyais des boîtes à impact où soit je le savais déjà parce que j'étais déjà dans ces boîtes-là en tant qu'actionnaire dans certains cas, soit je le voyais, c'était béant devant moi. C'était des investissements de merde.
Et donc, c'est bien joli, tu vois, mais moi, comme tu le dis, je préfère avoir de l'impact réel dans une boîte qui va avoir elle-même un impact réel, plutôt qu'un an après, on me dit, tiens, tes 300 000 balles, ils sont partis à la trappe, la boîte, en fait, n'a pas eu d'impact, et toi, t'as perdu ton pognon. Tu vois, juste... En fait, t'as tout dit. La boîte, si elle ne réussit pas, si elle ne grandit pas, si elle ne conquiert pas de nouveaux marchés, si elle n'attire pas les bons talents, elle va rien livrer, quoi. Mais c'est un peu la difficulté encore aujourd'hui. J'ai l'impression tu vois, j'ai envie d'être convaincu, et je pense que je le serai, j'y crois très fort. On sort de la COP26 au moment où on enregistre cet épisode. Je vois que beaucoup de gens disent que la richesse à venir viendra de tout ça, en fait. Donc, en fait, le monde doit se réinventer, et cette réinvention va coûter des investissements, mais les gagnants de ces investissements, à un moment, de toute façon, ne serait-ce que quand les lois t'interdiront d'utiliser du carbone, à un moment, il faudra bien que ce soit quelqu'un d'autre qui gagne la partie, et si toi, t'es investisseur chez quelqu'un d'autre, tu seras content. Donc, très bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est encore un peu entre deux chaises avec, tu vois, excuse-moi, je vais grossir le trait, mais ce hippie fumeur de ouinge qui veut changer le monde, et ce gros financier en costume cravate avec des dents qui rayent le parquet et qui s'en bat les couilles de tout polluer, tu vois. Et donc, il faut réconcilier ces deux mondes. C'est en train de venir, on le sent, mais est-ce qu'on y est vraiment, quoi? Ouais, en tout cas, le fait de vouloir avoir une bonne intention et de vouloir améliorer l'état du monde ne doit pas se faire au détriment d'une analyse claire des entreprises avant d'investir. Parce que, encore une fois, on peut se dire l'impact va attirer de toute manière de plus en plus de consommateurs, de plus en plus de talents, la régulation va évoluer dans ce sens-là. Donc en fait, il y a quand même une tendance de fond qui est très forte, qui va, je pense, maximiser les chances de succès des entreprises à impact. Mais la question est vraiment, est-ce que néanmoins dans ce contexte plutôt positif, est-ce que cette entreprise sur laquelle je suis sur le point de mettre un billet, est-ce que ces gens-là vont être capables de vraiment délivrer leurs promesses? Et donc tous les fondamentaux qu'on a vus avant, équipe, marché, technologie, etc., en fait viennent quasiment avant la mesure de l'impact qu'on cherche à avoir. Un élément essentiel aussi qui peut être intéressant pour ceux qui nous écoutent, c'est qui sont les co-investisseurs. En fait, dans l'investissement, on a tendance à dire les co-investisseurs, les investisseurs sont grégaires, ont tendance à suivre ceux qui ont un meilleur historique. En fait, on se nourrit énormément de la façon dont les co-investisseurs voient le dossier, notamment des questions qu'ils peuvent avoir, la façon dont ces questions sont adressées. Donc, même pour quel que soit le niveau de fortune et de patrimoine, regardez qui sont les autres personnes qui sont avec vous sur ce tour de table. Interrogez-les aussi, parce que très probablement que vous partagez des doutes communs, et quand on est 2 ou 3 à avoir le même doute, ça mérite d'aller creuser. Il y a un point encore, et je termine là-dessus, sur l'impact qui est promis. Encore une fois, ce qu'on dit, c'est que la contribution positive doit être au cœur des opérations, doit être vraiment dans la raison d'être des entreprises. On va passer à un certain nombre de projets qui ont en fait qui viennent servir un double impact. Et je vous donne un exemple. On a fait investir un client il n'y a pas très longtemps dans une société allemande qui s'appelle Batteries, comme des better batteries, quoi, batteries, okay. Dont la promesse est la réutilisation des batteries de véhicules électriques pour un usage statique en remplacement des groupes électrogènes, notamment dans les marchés émergents. Et là, en fait, il y a un double sujet. Il y a d'abord les véhicules électriques, les constructeurs ont l'obligation de fournir des solutions pour recycler leurs batteries, sauf qu'aujourd'hui, personne ne sait recycler des batteries. C'est la chose qui est assez peu connue, c'est-à-dire une batterie électrique, dedans il y a plein de métaux, c'est extrêmement varié. En fait, quand on parle de recyclage de batteries, c'est d'abord du broyage, ensuite de l'incinération, et ensuite des bains chimiques pour récupérer le lithium, le nickel, le manganèse, etc. Ce que fait Batteries, c'est de dire en fait on récupère les batteries de ta Tesla ou de ta Renault Zoé et on les repackage de manière modulaire pour que ce module-là en fait remplace un groupe électrogène dans des pays qui sont extrêmement dépendants de ce groupe électrogène comme source d'énergie. Un groupe électrogène, t'as probablement vu fonctionner dans les festivals ou ailleurs, ça émet de la fumée, des émissions toxiques, du bruit, parfois un petit peu d'électricité. Et donc, l'impact d'une société comme ça, c'est d'un côté de donner une deuxième vie à ce qui aurait été un déchet quasiment fatal de l'industrie automobile, de donner accès... C'est que tu peux te dire qu'une
une batterie de Tesla bien usée qui fait plus bien rouler une Tesla que pendant 200 km, elle peut faire tourner un festival qui est nettement moins consommateur. Enfin, un festival, j'en sais rien, mais si elle est bien rechargée en amont, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, une batterie, lorsque le véhicule arrive à sa fin de vie, donc autour de 200 000 km, selon les constructeurs, elle a encore entre 70 et 80% de sa capacité. Donc, tu feras pas forcément 80% des kilomètres, mais tu auras 80% de la capacité avec moins de puissance, etc. Mais en fait, pour remplacer un groupe électrogène, c'est génial. Et si je tire juste la pelote, le groupe électrogène, quand tu vas dans un pays comme le Nigeria, où il y a des groupes électrogènes partout, parce que le pétrole est donné quasiment gratuitement et bénéficie de subventions gouvernementales, en fait, tu fournis une électricité qui est fiable, donc qui te permet non seulement de t'éclairer la nuit. Quand tu éclaires la nuit, notamment des zones rurales, ça permet de lire, donc de t'éduquer. C'est bien pour ta sécurité, ça a tendance à repousser les animaux sauvages et les autres et la violence humaine, tout simplement. Ça te permet de faire tourner des frigos, donc d'avoir un impact sur la nutrition des gens qui en bénéficient. Ça te permet de faire tourner des hôpitaux, etc., etc. Donc tu vois, tu tires la pelote, et donc cette société en fait vient prendre deux problèmes, la récupération des déchets et les groupes électrogènes dans les pays émergents, les matcher, et dans leur proposition de valeur, elles font un double impact. On a plein d'exemples comme ça, mais c'est extrêmement puissant de voir justement ce genre de réalisation. Et là, quand on met un ticket dans une entreprise comme ça, on est investisseur à impact. Pourquoi ? On a vu l'impact réalisé, mais surtout on irait dans une société dans laquelle les investisseurs traditionnels n'iraient pas. Pourquoi ? Parce qu'on est au carrefour entre le hardware, donc le matériel, vraiment des tonnes de matière, du logiciel, des pays émergents. Donc quand tu fais les trois mis bout à bout, pour plein d'investisseurs, y compris des investisseurs qui font du venture, des sociétés jeunes, ça déclenche plein de feux rouges qui disent non, il faut surtout pas y aller, quoi. Et une boîte comme Back Market, c'est l'impact ? Ouais, bon, pour moi, oui. Recycling, ok, très bien. Ouais, j'imagine, il y a plein d'autres critères. Après, je me dis finalement, en écoutant et en réfléchissant sur tout ce qu'on dit, si tu prends toutes ces boîtes qui tirent un peu sur la corde, le sont pas vraiment, mais le sont un peu, ou même en reprenant le fond dont on parlait tout à l'heure, qu'on a évoqué avec Joseph sur Goodvest, je veux dire, il y a un moment où quand tu te mets toi-même des labels et que tu es des très grosses boîtes, tu te mets quand même une forme de pression qui te fait aller a priori dans le bon sens, parce que sinon, tu peux washer tout ce que tu veux, mais il y a un jour où tu te feras quand même éclater, non ? Ouais, mais aujourd'hui les labels suffisent pas. En fait, te donnent juste simplement une obligation de reporting, te donnent une obligation de moyens, mais vont assez peu regarder les résultats. Alors, c'est en train d'évoluer, mais aujourd'hui c'est loin d'être suffisant. C'est pour ça, d'où l'importance, quel que soit finalement le véhicule dans lequel on investit, quel que soit le support, d'aller regarder ce qu'il y a derrière et de se déterminer. Encore une fois, est-ce que cette entreprise, est-ce que ce bâtiment, est-ce que ce fonds correspond à mes objectifs. Tu vois, chez Kimpa, on passe beaucoup de temps avec nos clients à déterminer vraiment ce qui les anime. On parle d'émotions, on parle de valeurs, on parle de choses qui vraiment les font triper. Et on utilise comme grille de lecture les objectifs de développement durable, qui sont les 17 objectifs formulés par les Nations Unies en 2015. C'est les petits pictogrammes qu'on va fleurir partout pour lutter contre la pauvreté, réduire la faim. Tu peux me donner le lien de là où on les trouve, ça ? Ouais, sur le site des Nations Unies, mais je te montrerai, et tu verras que ces pictogrammes, aujourd'hui, on les voit de plus en plus. Et donc, pour déterminer si une entreprise est vraiment une entreprise à impact, tu vas voir qu'aujourd'hui, toutes les startups dans lesquelles que tu vas passer, toutes même ces pictos. Tous les fonds vont mettre des pictos, et en fait, c'est pour nous un moyen assez fort de détecter des tentatives de greenwashing. Si une startup qui lève des fonds te donne un dossier de présentation de 20 slides et que sur la dernière slide, juste avant de dire merci, au revoir, et by the way, on agit pour réduire les émissions, et donc on a une action contre le climat, et donc c'est objectif de développement durable numéro 13, c'est le petit pictogramme vert. En fait, c'est là où on se rend compte qu'à partir du moment où on s'est pas intégré dans la raison d'être de cette entreprise, on est dans le monde du green marketing. Enfin, il faut vraiment les creuser, quoi. Intéressant, en effet. Donc là, je vois, en effet, 1, pas de pauvreté, 2, faim zéro, 3, bonne santé, bien-être, 4, éducation de qualité, 5, égalité entre les sexes, etc., etc. Il y en a 17, avec des pictogrammes très, très identifiables, en effet.
Ok, écoute, je crois qu'on a fait un bon tour. Est-ce qu'il y a d'autres endroits, parce que ça c'est des ressources très concrètes, est-ce qu'il y a d'autres endroits où je peux m'informer, être tenu au courant des dernières, où est-ce que je peux trouver des investissements à faire, est-ce qu'il y a des je sais pas moi, des sites spécialisés, Ouais, alors tout à l'heure tu en as parlé rapidement, y compris pour des investisseurs retail, hein, y compris pour comme toi et moi je pourrais pas être client Kimpa non plus, hein, je te rassure. Il y a énormément de plateformes qui existent, qui sont soit spécialisées à impact. Donc en effet, tu as Lita, WeSeed, Mimosa sur l'immobilier, mais tu as également des plateformes de start-up plus généralistes, Eldorado, Crowdcube. J'en fais pas de la pub. Non, mais attends, très bien, moi, Lita, WeSeed, Mimosa, Eldorado, Crowdcube, je les recite, c'est pas de la pub, moi je suis pas payé non plus, c'est juste savoir où, comment, parce qu'après tu t'inscris chez chacun, tu reçois les projets, et si t'écoutes bien cet épisode, tu fais toi-même tes propres arbitrages dans chacun de ces projets, quoi. C'est ça, c'est ce qui est intéressant. Tu vas avoir vraiment, il faut faire soi-même sa due diligence, on appelle, donc son analyse, parce que les plateformes le font un peu, voire beaucoup, mais parfois pas suffisamment. Et donc c'est important de regarder ça. C'est important ce que tu dis. Excuse-moi, je te coupe, mais parce que tu vois, c'était une des choses où, évidemment, comme beaucoup de bons Français, et je suis toujours à fond derrière Veja parce que je trouve que c'est une super marque, etc., etc. Mais récemment, je m'achetais des Nike et je me disais, tu vois, c'est peut-être pas bien d'acheter des Nike, etc. Et en fait, pourtant, j'ai une bonne image de Nike et j'aime bien cette boîte. Et voilà, pourtant, ce sont des méchants Américains, tu vois. Et en fait, je me disais, mais non, mais tu sais, j'ai compris pourquoi les valeurs, moi, ils se battent aussi pour d'autres valeurs, contre le racisme, contre, enfin, des choses, tu vois, très concrètes aussi, qui soutiennent. Ils affichent des valeurs qui leur ont fait perdre des clients parce qu'ils sont pas d'accord avec eux. Et en fait, voilà, comme tu le disais, alors là, c'est peut-être pas impact, mais c'est d'autres impacts. Mais tu peux pas être sur les 17 toi-même. Personnellement, tu ne peux pas être en même temps à Donf. Alors, c'est peut-être bien, hein, mais vie aquatique, vie terrestre, paix, justice entre institutions efficaces, inégalité réduite, industrie, innovation et infrastructure, éducation de qualité. Tu peux pas cocher toutes les cases toi-même et tu dois te mettre tes priorités, j'imagine, quoi. Ouais. En fait, essayer de tout faire, c'est le meilleur moyen de rien faire bien. Donc, nous, ce qu'on a tendance à conseiller à nos clients, notamment lorsqu'ils sont dans des sujets de transmission d'une génération à l'autre et tout, c'est quelle est la thématique, quel est l'objectif que vous souhaitez adresser à vous avec vos enfants, etc. Donc choisir un ou deux et pas beaucoup plus. En effet, t'achètes ta paire de Air Jordan des années 90 collector sur Vinted d'occasion, génial, hein. Enfin là pour le coup il y a pas trop d'arbitrage à avoir, mais néanmoins voilà, pour répondre à la question sur comment est-ce que moi, investisseur, je peux avoir de l'impact, ces plateformes, c'est un très bon moyen de le faire. Okay. T'as des clubs d'investisseurs, des clubs de business angel qui sont qui de plus en plus vont vers des thématiques. C'est un club qui s'appelle Angel Santé, qui vient justement adresser les thématiques healthcare. Alors moi-même je suis membre, peut-être un peu conflit d'intérêt là-dessus, mais le French Founders est une communauté absolument incroyable d'investisseurs, entrepreneurs et dirigeants francophones qui ont un club d'investisseurs où là-dessus, en effet, à partir de tickets de quelques milliers d'euros, tu peux entrer sur des projets. Et là, ce qui est extrêmement intéressant dans les deux cas, c'est que tu n'y vas pas tout seul. Tu es accompagné de co-investisseurs professionnels qui peuvent t'alerter sur les risques que toi t'aurais pas vus. Et après, encore une fois là-dessus, tu peux changer le game toi-même avec tes potes, avec tes proches, etc. En fait, on parle d'un club d'investisseurs. Souvent, moi, je vois ça en me disant, ah oui, j'ai jamais fait partie d'un club d'investisseurs. En fait, si, potentiellement, mais informel. Je reprends juste, et je vais faire un petit clin d'œil à Thomas Adou, je sais pas si je le prononce bien, mais qui m'a envoyé un message sympa sur Insta en me disant, tiens, et il m'a même mis une capture en me disant, tiens, avec des potes, on débriefe sur chaque épisode de La Martingale, tu vois. Et puis, ils se sont fait un club d'investisseurs dans un groupe WhatsApp, en fait. T'es pas obligé d'avoir un truc très formel avec une association loi 1900, etc., etc. Donc déjà, c'est aussi là-dedans, à plusieurs, où tu peux avoir de l'impact en te disant, nous, notre thèse ensemble, elle est là-dedans, on va aller plus là-dessus, etc., si on veut suivre l'épisode du jour. Si ta thèse, c'est de faire que de l'argent, fine. Si ta thèse, elle est de changer le monde en faisant de l'argent, encore mieux. Ouais, totalement. En fait, et encore une fois, c'est une vraie richesse de pas y aller tout seul. Parce que encore une fois tu te nourris vraiment des commentaires des autres. Voilà, le tout c'est de trouver son club qui soit au bon niveau d'être bien aligné sur ce que le club souhaite accomplir. Oui. C'est une question vraiment d'alignement d'intérêt, d'alignement sur l'objectif à réaliser. Où est-ce qu'on te suit, Vincent? Sur LinkedIn, on peut t'ajouter Vincent Piche? Ouais, avec grand plaisir. Piche. Ouais. Je suis là et
que là quasiment. Ok. Ma santé mentale m'a interdit d'aller sur Instagram et TikTok, mais donc voilà, on peut t'écrire sur Kimpa, j'imagine qu'il y a un formulaire de contact. ouais. Voilà. Je Et peux puis, te demander ton adresse peut-être. Ouais, Vincent@kimpa.co. CO. Très bien. Merci. Voilà, il suffit de demander. Et puis voilà. Et t'as une petite martingale à toi, Vincent. Tu connais ma question de fin d'épisode, mais Ouais, alors. un petit péché mignon dans l'investissement. Ouais, alors si on avait enregistré cet épisode il y a 2 ans, je t'aurais parlé de montres. Parce que moi, avant de faire de l'impact, j'ai travaillé pendant 15 ans quasiment dans une grande maison de luxe. Et donc Laquelle? Vas-y, balance. Ouais, c'était chez Cartier. D'accord, ok. Chez Cartier. Mais, Cartier a pris il y a 15 ans, c'était pas très coté, mais non, maintenant. là, récemment, t'en parlais avec Greg. Blumenfeld, ouais. En effet, Super épisode. beaucoup d'attrait de montres vintage des années 60. T'en as pas 70. acheté des quartiers en Alors, même temps là-bas? Bah en fait, j'avais une belle collection que malheureusement on m'a cambriolé chez moi, donc je n'ai plus. Mais donc ça fait penser aussi à ce qui s'est dit dans cet épisode. T'étais assuré? Et pas suffisamment. Ok. Non, mais surtout en plus on travaille à valeur sentimentale. En travaillant pendant 15 ans chez Cartier, j'ai contribué d'une certaine manière à en designer quelques-unes. Ok. Et donc quand t'as ces montres-là chez toi, je les rachèterai un jour. J'ai fasciné par le vin. Avec à Madrid justement un groupe d'amateurs, mais également acheteurs, investisseurs dans le vin. Et là, c'est intéressant de suivre comment est-ce que l'actualité des vignerons peut jouer sur la valeur perçue des vins, notamment en sortant de vraiment pas aller sur les grands crus, mais plutôt des vins extrêmement typiques. Là, au moment où on enregistre, c'est pas une très bonne nouvelle, mais il y a un type absolument incroyable qui s'appelle Éloi d'Urbach, qui était le créateur, fondateur d'un domaine qui s'appelle Trévalon dans les Alpilles. Ok. Qui me parle. Oui, qui est décédé ce week-end. Ok. C'est quasiment sûr que là les prix de Trévalon vont monter. Bon, voilà, s'il y a peut-être mais c'est de la spéculation encore une fois sur un bien qui est juste incroyable. Donc le vin, c'est plus trop ce que je fais. Moi, je suis absolument fasciné depuis 7 jours par l'application de la blockchain et peut-être un peu des NFT, mais en tout cas l'application de la blockchain à l'impact. Aujourd'hui, on nous pose souvent la question chez Kimpa de est-ce que je peux investir dans le Bitcoin et d'autres cryptos. Et on se rend compte en fait que l'impact environnemental d'un certain nombre de cryptos dont le Bitcoin fait que nous on n'aura pas tendance à trop recommander ça à nos clients, mais en fait des crypto actifs qui sont basés sur des blockchains qui sont plus vertes, moins consommatrices d'énergie. Moins consommatrices d'énergie. Enfin, je vois un cas d'usage, un cas d'application pour authentifier les données d'impact, pour authentifier la performance d'impact des entreprises, le caractère justement transparent, inalignable, transférable en toute transparence, et dans le cas des NFT qui est intéressant, qui pourrait rémunérer l'émetteur. Je sais pas quelle forme ça va prendre, mais je suis extrêmement curieux de l'évolution de cette technologie appliquée à l'impact, appliquée au monde de l'investissement à impact. Le Web 3, on est tous à fond. Top, écoute, je te remercie pour cet échange très riche et précis. Voilà, même si vous n'avez pas encore les moyens de vous payer les services de Kimpa, on a pu se payer la connaissance de Vincent pendant 1 heure, c'est déjà ça. C'est ça la martingale qui est, je vous le répète, un podcast à impact. Sans greenwashing aucun. L'humour graveleux de Mathieu Stéphanie en fin d'épisode. T'allais dire quelque chose? Non, j'allais simplement te remercier. Merci, Matt. Écoute, je suis très content, moi aussi, et de faire aussi ces épisodes. Je suis pas encore certifié à impact, mais tu vois, ça me tient à cœur de faire ces épisodes, mais surtout de pas les faire trop en mode bullshit. Genre, il faut faire des choses. Encore une fois, moi, je pense aussi que entre 2 investissements, je préfère quand même celui qui me rapporte le plus. Mais s'il y en a un qui me rapporte beaucoup et qui est à impact, c'est mieux. Et s'il y en a un qui me rapporte un tout petit peu moins, mais qui a très fort impact, ça me va très bien aussi, tu vois. Donc voilà. En revanche, le truc qui est full bullshit sur l'impact, ça me saoule, et le truc qui est full impact mais full bullshit sur le retour sur investissement, ça me saoule aussi pas mal parce que je pourrais plus avoir d'impact par la suite. Voilà. Merci
merci. En tout cas, Vincent, on te suit partout. Pour tous ceux qui écoutent La Martingale fréquemment et qui ne laissez pas de bons commentaires sur Apple Podcast, parce que vous êtes près de 1 sur 2 sur La Martingale, c'est assez énorme d'ailleurs à être sur Apple aujourd'hui, mais vous laissez peu de commentaires et de bonnes notes sur ce podcast. C'est important, ça me fait remonter dans les classements, ça fait découvrir tout ça, ça me permet d'avoir des meilleurs invités à chaque fois, donc allez-y, faites-vous plaisir. Il y a aussi une newsletter de La Martingale qui existe sur le site, qui est faite par l'équipe et qui est très bien, et puis la newsletter de Génération Détour Self sur laquelle moi j'écris toutes les semaines, les dimanches. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine sur La Martingale. On va parler de plein de bonnes choses, et puis merci pour tous vos messages. À plus, salut. Merci d'avoir écouté La Martingale jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous, de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io, et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements. La Martingale est produit par Cosa Vostra, une agence de conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale pour qu'ils gagnent en visibilité, en singularité et en efficacité. Je remercie toutes les équipes pour la production. Je vous retrouve dans 15 jours. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous dis merci.